Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Vous avez l'impression de perdre vos cheveux plus que d'habitude. Vous avez essayé plusieurs produits, mais sans succès, et cela commence à vous inquiéter. Sachez qu'il y a toujours une cause à une chute de cheveux anormale, et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Près de 9 millions de Français souffrent aujourd'hui d'alopécie. C'est le terme médical qui désigne la chute de cheveux. Alors évidemment, ce problème ne sera pas perçu de la même façon que l'on soit un homme ou une femme, le cheveu étant l'un des symboles sacrés de la féminité. Et les causes et par conséquent, les solutions seront complètement différentes. Alors comment prévenir ou stopper la chute des cheveux ? Eh bien, j'ai convié deux spécialistes du sujet qui vont nous parler de nutrition, micronutrition, hormones, plantes, sans oublier toutes les techniques esthétiques qui existent aujourd'hui dans ce domaine. Docteur Laurent Fogel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin spécialisé dans la prévention. Donc, votre mission à vous, c'est de nous aider à bien vieillir, notamment à garder nos cheveux. Vous allez nous expliquer comment. Docteur Lofty Benslama, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chirurgien maxillofacial, c'est-à-dire que vous réparez les gens accidentés de là jusque-là, donc sommet du crâne, donc greffe de cheveux. C'est un peu ça. En fait, la chirurgie maxillofaciale a été très connue par la greffe du visage, par exemple. Là, tout récemment, elle a été très connue aussi par l'accident qui est arrivé au capitaine de l'équipe de France de rugby, oui, avec sa fracture. Mais on répare tous les dommages, y compris lorsqu'ils surviennent au niveau du cuir chevelu, comme les brûlures, par exemple. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive à s'intéresser aussi à la réparation du cuir chevelu et des cheveux. Voilà, nous parlerons tout à l'heure de ces techniques de greffe de cheveux. Je vous propose en préambule d'aller à la rencontre des Français. Quel rapport entretiennent-ils avec leur capital capillaire ? Bien, vous allez voir, c'est très instructif. C'est un reportage de Mathieu Guillot. Je perds pas mal mes cheveux, après je pense que c'est pas normal, après je sais pas exactement c'est dû à quoi. Moi j'en perds pas mal quand même, avec mes cheveux bouclés, etc. Du coup, je sais pas si c'est normal, mais je sais que j'ai beaucoup de pertes en général et c'est pas quelque chose qui me choque principalement parce que je sais que, je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui perdent leurs cheveux. Je sais pas si c'est normal, mais je pense que c'est des fois à la fois une cause génétique peut-être. Donc voilà, moi par exemple, j'ai mon père qui perd mes cheveux, enfin voilà, je pense que je suis un peu destiné à perdre mes cheveux. Ou bien après, il peut y avoir des causes de santé, de mauvaise hygiène peut-être, enfin je sais pas. Parfois c'est le shampoing, parfois il y a plein de facteurs différents, il y a la nourriture, etc. Non, c'est pas normal, et moi après je pense que si je dois peut-être donner un facteur, c'est peut-être le stress quand même. Je pense que c'est assez psychologique, c'est une réaction comme on peut avoir des boutons, de l'eczéma quand on est stressé, la perte des cheveux, et après la perte des cheveux aussi en hiver, le manque de vitamines. Si j'avais eu la recette, oui je l'aurais fait. Non, je sais pas s'il y a un moyen de prévention. Je pense que les femmes perdent plus leurs cheveux que les hommes. Je pense que c'est un peu égal entre les hommes et les femmes. Bon, les femmes perdent plus leurs cheveux que les hommes, ou c'est un peu égal entre les hommes et les femmes. Bon, en tout cas, on peut imaginer aisément la souffrance d'une femme en cas de perte de cheveux. Et pourtant, l'alopécie féminine est un sujet dont on parle peu. Pourquoi ? Je pense qu'il y a une forme de honte un peu à parler pour une femme, de parler de l'alopécie, de la perte de cheveux. Et puis parce qu'il y a plusieurs moyens quand même pour cacher ça pendant très 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 longtemps, que ce soit avec les colorations, parfois les perruques, la manière de se coiffer. Et ce qui fait que finalement, eh bien, lorsque une femme décide d'en parler, c'est que c'est pas mal avancé, assez souvent. Bon, en tout cas, c'est un problème beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. L'alopécie affecterait 25% des femmes âgées entre 35 et 45 ans, une proportion qui s'élève à 45% dès l'âge de 50 ans. Alors, il ne faut pas négliger non plus l'impact psychologique de la perte des cheveux chez les hommes, même si ce problème est beaucoup plus fréquent et on verra pourquoi. Alors, si la plupart vont se résigner à ce problème de calvitie, aucun n'aime perdre leurs cheveux, surtout s'ils sont jeunes. Oui, il y a un problème de Vous en voyez beaucoup au cabinet. Oui, on en voit pas mal. C'est un problème d'estime de soi, de confiance en soi, je pense. Et voilà, donc souvent, ils vont venir consulter pour qu'on règle ce problème-là.
Ils auront essayé avant toutes sortes de traitements, en plus, qui n'auront pas forcément fonctionné. Alors, souvent, quand ils viennent me voir, ils ont déjà essayé des petites choses, notamment le minoxidil, par exemple, qui est un médicament qu'on va appliquer sur les cheveux. Et le problème, c'est que ça marche, mais dès lors qu'on l'arrête, ça recommence de tomber. Donc là, on passe à des techniques un peu plus pointues et surtout pérennes. Oui, c'est ça, qui durent. De réparation définitive. Alors, chez l'homme, ces chiffres sont plutôt stables depuis ces 50 dernières années. En revanche, les études ont montré que la chute des cheveux commencerait de plus en plus tôt, avant 30 ans. Comment on peut l'expliquer, ça, docteur Fogel? Probablement un problème de perturbateur endocrinien. Quand on sait que une des causes majeures chez l'homme, c'est l'alopécie androgénogénétique, on peut supposer... lié aux hormones. Lié aux hormones, il y a un excès d'androgène, et plus spécifiquement la dihydrotestostérone, qui est une forme de supertestostérone. Probablement que des perturbateurs endocriniens peuvent accélérer cette transformation de la testostérone en dihydrotestostérone, et aussi des carences, comme par exemple une carence en zinc, parce qu'on sait que l'enzyme qui transforme la testostérone en DHT, la 5-alpha-réductase par exemple, va être... D'accord. Alors, on va revenir plus en détail sur tous ces minéraux, etc. Juste peut-être rappeler ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, même si on en entend beaucoup parler en ce moment. Un perturbateur endocrinien, c'est une molécule qui va mimer les effets d'une hormone et qui va donc aller se fixer sur son récepteur et qui va stimuler une voie métabolique qui ne devrait pas l'être, par exemple. D'accord. Notamment, ça peut être des hormones féminines. Ça peut être à l'excès ou en défaut. Alors souvent, les perturbateurs endocriniens sont des œstrogènes-like, donc ils ressemblent aux œstrogènes. C'est pour ça qu'on dit que les perturbateurs endocriniens sont pourvoyeurs de cancer du sein chez la femme et de la prostate chez l'homme. D'accord. Et pour la perte de cheveux, ces perturbants endocriniens, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, peuvent favoriser la transformation de cette fameuse hormone mâle, la testostérone, en supertestostérone, qui provoque la perte des cheveux. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une perte de cheveux, que ce soit chez l'homme ou chez la femme? À quel moment celle-ci peut être considérée comme pathologique? Une perte de cheveux pathologique, déjà chez les femmes jeunes, c'est pas normal de perdre ses cheveux. Ça peut être... Oui, mais perdre ses cheveux, ça veut dire quoi? On en perd tous les jours un petit peu. Enfin, c'est à partir de quand faut-il s'inquiéter? Alors, on dit plus de 100 cheveux par jour, sauf que c'est pas évident toujours de les compter. Donc, on va regarder sur son oreiller, par exemple, le matin au réveil, s'il y a beaucoup de cheveux, c'est un bon signe. C'est-à-dire, si on a des cheveux le matin sur son oreiller, à peu près combien de cheveux, à peu près? Pas une dizaine, une vingtaine? Il y a un test, on dit qu'il faut se mettre sur un lavabo blanc, évidemment, et puis se coiffer, se peigner. Et s'il y a plus de 70 cheveux, à ce moment-là, ça veut dire que la perte de cheveux est anormale. Et à ce moment-là, ça mérite que l'on consulte pour cela. D'accord. Et là, effectivement, sur le lavabo, c'est plus pratique à compter. Exactement, puisque c'est sur le fond. Surtout si on a les cheveux foncés. Alors, la façon dont on perd ses cheveux peut aussi nous donner des indices concernant la cause de cette perte de cheveux, surtout chez les femmes, lorsqu'il s'agit par exemple déjà d'une perte diffuse sur tout le cuir chevelu. Qu'est-ce qu'il faut rechercher en priorité, docteur Fogel? Alors, chez les femmes jeunes, on va regarder s'il n'y a pas des troubles hormonaux, comme le syndrome des ovaires polykystiques, par exemple. Alors, ces femmes-là, elles vont avoir ce qu'on appelle un hirsutisme, donc des poils qui peuvent pousser sur des zones qui ne sont pas censées pousser chez la femme, par exemple sur le visage, dans le bas du dos, l'aréole des seins, ce genre de choses. Et le manque de fer aussi, on n'y pense pas, mais très souvent, chez les femmes, manque de fer, bien sûr, va provoquer cette perte de cheveux un petit peu manque diffuse. De fer, manque de vitamines, comme les vitamines du groupe B, manque de zinc aussi. Ouais. Dans les causes hormonales, je n'ai pas cité, mais on a l'hypothyroïdie, bien sûr, qui est une cause de chute de cheveux. Et ça, c'est pas assez connu. C'est-à-dire qu'un ralentissement de la thyroïde peut provoquer une perte de cheveux diffuse. Oui. Là, on parle de perte de cheveux diffuse. Après, il y a des maladies où il va y avoir des pertes de cheveux plus localisées. Alors, pour finir sur cette perte de cheveux diffuse, donc manque de fer, problème de thyroïde et une carence aussi en oestrogène. Il y a des femmes, notamment... à la préménopause et à la ménopause. Voilà, effectivement. Ménopause, préménopause, on a moins d'œstrogène, on peut perdre ses cheveux. Et les femmes qui sont un peu en sous-poids aussi, qui souffrent de troubles d'anorexie ou qui tout simplement sont très minces, peuvent manquer d'œstrogène et peuvent aussi perdre leurs cheveux. Tout à fait. Schématiquement, on peut distinguer deux cas. Il y a la chute de cheveux androgénogénique qui, elle, ne concernera que cette partie-là. Et elle va respecter... C'est-à-dire les lobes, les lobes, tout le devant, lobes et le sommet du crâne. Chez les hommes comme chez les femmes. Chez les hommes comme chez les femmes, mais qui va respecter la couronne.
Et donc, si en fait la perte de cheveux est plus devant, on est dans la chute androgénogénique. Donc liée à cette fameuse testostérone qui se transforme en super testostérone. Exactement. Et qui nous fait perdre nos cheveux. Mais lorsque la chute de cheveux concerne aussi la couronne, là on dit qu'elle est diffuse et à ce moment-là, on est plus sur le versant carence, maladie auto-immune et donc ça nécessite forcément un bilan. Des explorations. Ouais. Mais il y a une question que je me posais. Comment expliquer que les hormones mâles, donc cette fameuse testostérone, active la pilosité, elle fait pousser la barbe chez les hommes et chez les femmes aussi si elles en ont trop, mais peut également provoquer la chute des cheveux. C'est à cause de cette super testostérone qui est... C'est la dihydrotestostérone qui va détruire le follicule pileux, qui va accélérer en fait, le cycle pilaire, le cycle du cheveu, qui va l'accélérer. Et quand les derniers cheveux génétiquement programmés tombent, eh bien, c'est... le début de la calvitie. C'est irréversible. Donc, contrairement à une croyance populaire, les hommes chauves n'ont pas forcément plus de testostérone que les autres, en fait. Non. Ils ont juste une enzyme, celle qui transforme la testo en dihydrotestostérone, qui est plus active, c'est ça ? Exactement. D'accord. D'où l'importance du zinc, dont vous parliez tout à l'heure, parce que le zinc permet de ralentir cette enzyme qui transforme la testo en dihydrotestostérone, c'est ça ? Tout à fait. J'ai bien suivi. Ouais. C'est ça, le zinc. Il y a une plante aussi, l'ortie. Prendre de l'ortie, qui va ralentir le palmier nain aussi, le saupalmetto. D'accord. La phytothérapie qui va permettre de réguler un petit peu l'activité de cette 5-alpha-réductase. Et alors, concernant l'alopécie masculine, le facteur héréditaire est-il aussi fondamental ? Il est important, mais il n'est pas le seul. Il y a les facteurs environnementaux aussi. Là où on vit, on parle beaucoup des particules fines qui interviendraient maintenant dans tous ces éléments-là. Mais il y a aussi des facteurs simplement qui sont liés à la personne, le travail, est-ce qu'il y a beaucoup de stress, les relations, y compris conjugales ou dans la famille. Donc tout ce qui peut concourir à augmenter le stress peut, à un moment ou à un autre, accélérer une chute de cheveux qui, de toutes les manières, aurait pu se dérouler, mais là, qui peut se D'accord, ça peut s'accélérer, mais il y a quand même un terrain génétique. C'est-à-dire que si votre papa est chauve, il y a des chances que votre fameuse enzyme, là, ce qu'on appelle la 5-alpha-réductase, qui transforme la testo en dihydrotestostérone, soit un peu plus active que chez d'autres personnes. Tout à fait, mais on connaît très bien ces cas de personnes qui ont un concours, un examen et qui vont perdre beaucoup de cheveux au moment de la préparation, un départ à la retraite, un changement de travail, des difficultés dans un couple. Tout ça, ça peut être des facteurs assez déterminants d'une accélération qui peut être très importante de la chute de cheveux. Mais revenons toujours à cette fameuse enzyme, j'adore la 5-alpha-réductase. Est-ce qu'il y a des médicaments qui existent pour la rendre moins active ? On parlait tout à l'heure du minoxidil, mais il n'agit pas comme ça, le minoxidil. Lui, il agit plus par vasodilatation. Oui. Mais il y a des médicaments, docteur Fogel, le finastéride. Oui, il y a le finastéride qui, à la différence du minoxidil, est un comprimé que l'on peut prendre. Le minoxidil, ça s'applique au niveau du cuir chevelu. Le minoxidil s'applique. Il a quelques inconvénients parce qu'il rend les cheveux un peu poisseux. Ça irrite un tout petit peu le cuir chevelu et finalement, la grande majorité des personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, quand ils le prennent, c'est pour une période qui est relativement courte et très souvent on abandonne. Alors il y a le 2%, on commence avec le 2% et puis ensuite il y a le 5%, mais très rapidement l'effet s'épuise et on finit par abandonner. Le finastéride, au contraire, c'est un comprimé que l'on peut prendre et qui peut apporter un bénéfice, sauf qu'il a beaucoup d'inconvénients. Et il n'y a pas très longtemps, l'Agence du médicament a alerté sur des effets secondaires possibles qui peuvent aller jusqu'au cancer du sein chez l'homme. Et donc, l'Agence du médicament recommande de ne l'utiliser que dans ses indications propres et pas tellement pour la chute de cheveux. Pour la chute de cheveux, oui, parce que ça peut être altération de la libido, tous les effets secondaires. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, docteur Fogel ? Altération de la libido, dépression. Ouais. Alors, on peut aussi perdre ses cheveux par plaques. Et là, on parle de pelade. Et dans la plupart des cas, là, il faut aller rechercher une origine de maladie auto-immune. Rappelons peut-être d'abord ce que c'est qu'une maladie auto-immune. Une maladie auto-immune, c'est une maladie dans laquelle le système immunitaire va commencer à attaquer son hôte. Il ne reconnaît plus l'autre comme étant du soi, mais comme étant un ennemi, et donc il va l'attaquer. Et notamment dans la perte de cheveux, on parle beaucoup du lupus érythémateux qui va provoquer ces pertes de cheveux par plaques. Il y a le lupus, il y a la pelade. Et les cheveux peuvent repousser quand on perd ses cheveux comme ça, par plaques ? La pelade se traite. Normalement, la base du traitement, c'est la cortisone, les corticoïdes. Oui. Et effectivement, il faut toujours essayer de traiter par les corticoïdes. Parfois, il peut y avoir une repousse. C'est quand même extrêmement rare et très souvent,
on se retrouve avec une plaque dans laquelle il n'y a plus de cheveux, les follicules ont été perdus. Là, le rôle de la greffe de cheveux peut être important. Il faut faire un petit test avec quelques cheveux. Et si ça fonctionne, si les cheveux repoussent, ça peut être un signal pour justement greffer toute la plaque peladique, à condition que la pelade soit stabilisée. Donc, on attend que tout se termine finalement, et après, on vient agir sur les séquelles, et notamment avec la greffe de cheveux. D'accord. Et on voit aussi certaines femmes qui perdent leurs cheveux un peu en serre-tête, c'est-à-dire c'est assez... tout le haut du crâne est un petit peu dégarni. Là aussi, il faut penser à une maladie auto-immune. C'est très fréquent, beaucoup chez les femmes africaines, par exemple. Oui. Et la manière avec laquelle on se coiffe, et notamment le chignon, est très impliqué dans cette perte de cheveux qui se fait devant en serre-tête. On parle d'alopécie tractionnelle, finalement. Tractionnelle, d'accord. Traction sur les cheveux. Et très souvent, donc là, la seule solution, c'est la greffe de cheveux. Donc là où ça a été... là où les cheveux ont été perdus, mais à la condition, bien évidemment, qu'on renonce à ces chignons qui sont très, très jolis, mais qui peuvent avoir leurs 50 ans. Et cette perte de cheveux en serre-tête aussi, des maladies, ça peut être le signe d'une maladie auto-immune. Le lupus, notamment. Oui, tout à fait, dans le lupus. Aussi, c'est pas seulement par plaque. Et puis, on le disait tout à l'heure, un choc émotionnel ou un gros stress peuvent entraîner des pertes de cheveux parfois vraiment spectaculaires. Quelques mots peut-être sur une cause souvent méconnue de l'alopécie, c'est la trichylomanie. C'est le patient qui provoque lui-même sa perte de cheveux, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est les patients, les femmes souvent qui jouent avec leurs cheveux, qui tirent dessus. Les étudiants en train d'apprendre un cours qui sont là, et puis en fait, ils tirent leurs cheveux, et ça devient un tic, et ce tic-là, multiplié par des centaines, des milliers de fois, finit par donner des plaques d'alopécie qui peuvent être extrêmement importantes. Normalement, quand on arrête le tic, les cheveux repoussent. Mais parfois, non, on peut aboutir à une destruction des follicules à force d'avoir tiré dessus. Et on se retrouve avec la même chose que dans l'alopécie de traction pour des chignons trop soignés. Est-ce qu'on peut dire finalement que l'alopécie est une maladie, est une pathologie? Oui. Dans certains cas, oui. Oui, dans certains cas, oui. Et d'ailleurs, la préconisation, s'il doit y en avoir une, c'est qu'on ne passe pas à des techniques de réparation de l'alopécie avant d'avoir bénéficié d'un bilan chez le médecin généraliste ou chez le dermatologue ou chez le spécialiste de la chute des cheveux. Et ce bilan passe très souvent par une prise de sang, un interrogatoire très serré pour savoir justement s'il n'y a pas une pathologie derrière la chute de cheveux. Dans ces cas-là, la chute de cheveux est un symptôme d'une pathologie autre. D'où l'importance effectivement de s'attaquer à toutes les causes d'une alopécie si on veut la prendre en charge efficacement, parce que la pilule miracle n'existe pas. Non. Donc ça veut dire rechercher une carence en zinc ou en oligo-minéraux, par exemple. Pensez également, on en revient toujours à ces fameux acides gras, type oméga-6 et oméga-3, l'huile du borrache, les petits poissons gras, etc., au moins 3 fois par semaine. Parce que le manque d'oméga-3, ça peut être responsable d'une perte de cheveux, ça. Également. Oui, notamment par rapport à l'inflammation. Parce que les oméga-3 vont avoir un rôle de protection contre l'inflammation. Rechercher une pathologie thyroïdienne, ça je pense qu'on l'a dit également. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, les pharmacies regorgent de compléments alimentaires qui vous promettent de fortifier vos cheveux, de prévenir leur chute. Comment bien choisir son complément? C'est vrai qu'on peut être un peu perdu. Oui, surtout qu'un complément alimentaire qui est un multivitamine ne correspond pas forcément aux carences du patient, d'où l'importance de faire un bilan préalable pour identifier vraiment là où sont les carences du patient qui sont en lien finalement avec son alimentation, son mode de vie. Donc après, supplémenter, oui, mais de façon ciblée et personnalisée par rapport à ses propres carences. Voilà, mais ça commence par l'assiette et notamment par les protéines. On Tout à fait. Ne pense pas, mais oui, parce que le cheveu, de kératine, tout à fait, les produits de kératine. Protéines, et donc du coup, si on ne mange pas assez de protéines, eh bien, c'est une cause de chute de cheveux. Et du reste, les protéines sont aussi un apport de vitamine B12. Et par l'apport en fer aussi, qui est très important dans l'alimentation. Il faut savoir que la femme, de par les règles, est sujette à des anémies fériprives, c'est-à-dire par diminution de fer, et notamment au lendemain des grossesses aussi. Donc c'est quelque chose d'assez fréquent. Il y a une petite chose qui est importante à savoir, c'est que si on veut savoir s'il y a une carence en fer, ce n'est pas le fer qu'on dose, mais ce qu'on appelle la ferritine. C'est les réserves en fer de notre organisme. Les réserves en fer et les transporteurs de fer, c'est très important. Oui. Et il faut savoir que le taux normal de ferritine que l'on voit sur les bilans des laboratoires
n'est pas celui qui peut correspondre à une carence pour les cheveux. Ça, c'est la normale. Il faut avoir une ferritine à combien Eh bien, si on veut ne pas risquer de perdre ses cheveux? On estime qu'il faudrait qu'elle soit à 70 pour que les cheveux puissent bénéficier de la quantité de fer. Et qu'en deçà, on peut avoir une ferritine normale selon les normes, mais c'est de la ferritine qui est destinée aux globules rouges, aux muscles, au cerveau, etc., etc. Parce que l'organisme établit des priorités dans le fer qui est consommé et bien évidemment le transport de l'oxygène dans les Voilà, ça n'ira pas tout de suite pour les cheveux. Non, pas tout de suite. Donc on peut très bien avoir une ferritine normale, entre guillemets. Voilà, mais ne pas avoir non plus une ferritine trop élevée, parce que là, c'est un signe d'inflammation et ça peut nous faire perdre nos cheveux aussi. Donc voilà, donc autour de 70. C'est une question d'équilibre. Voilà, comme toujours. Alors, parlons des techniques. Peut-être un mot sur les shampoings anti-chute. Des shampoings anti-chute. Bon, d'accord, j'ai vu la grimace du docteur Fogel. Dans certains cas, le cuir chevelu peut être colonisé par des champignons, notamment il y en a un qui s'appelle le Malassezia furfur, et qui peut être traité par le kétoderme notamment. Donc il y a des shampoings qui contiennent du kétoderme qui peuvent être utiles, mais c'est sur prescription médicale et donc ça suppose déjà un bilan, une consultation. Et tutti quanti. Alors, il y a une technique dont on parle beaucoup en ce moment et qui se pratique dans le cabinet d'un médecin, c'est la mésothérapie. Et Dr Fogel nous a ouvert les portes de sa clinique pour une séance de mésothérapie capillaire. C'est un reportage de Maxime Ray. La mésothérapie, ce sont des injections qu'on va réaliser directement au niveau du cuir chevelu. On va injecter des vitamines telles que de la biotine, par exemple, de la vitamine B5. Ça va pousser les fibroblastes des cheveux, des petites cellules des cheveux, à se régénérer. Donc on a l'effet biologique des vitamines et l'effet mécanique de la piqûre. Je viens ici depuis 2 ans. Avant ça, j'avais essayé différents shampoings. En fait, j'avais un début de chute en fait qui m'inquiétait un petit peu. On peut attendre des résultats assez rapidement finalement avec la mésothérapie. Au bout de 3-4 séances, déjà on commence à avoir des résultats. Ce qu'on peut attendre de cette technique, c'est une diminution de la chute des cheveux, un ralentissement, puis un arrêt de la chute et éventuellement on pourra espérer une repousse. Et on finit par une séance de LED. La LED va agir par photobiomodulation au niveau du cuir chevelu, ce qui va pousser le fibroblast du cheveu à se régénérer. Une séance de mésothérapie, selon les produits qui vont être utilisés, ça peut aller de 90 à 150 € et c'est pas pris en charge par la sécurité sociale puisque c'est considéré comme de la médecine esthétique. Alors les séances, effectivement, c'est pas douloureux et en plus au niveau aspect, c'est vrai que j'ai pas mal de compliments. Enfin, on me dit qu'ils sont plus brillants, qu'ils ont du volume, qu'ils ont l'air plus forts. Donc moi, je suis vraiment satisfait du traitement. Patient, c'est vrai qu'il a des beaux cheveux, votre patient, ça marche bien. Oui. Bon, en tout cas, en cas d'échec des traitements précédents, il reste une arme ultime, c'est la greffe cheveux par cheveux, ce qu'on appelle la FUE. F-U-E, c'est un peu la solution de la dernière chance, mais attention, elle n'est pas donnée non plus. Alors, parlez-nous, pour terminer, de cette technique que vous pratiquez. Tout à fait. Donc, la greffe de cheveux, elle existe en fait depuis très longtemps. La première greffe a été faite en 1927. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de récent. Mais au départ, effectivement, on faisait les greffes de cheveux par petites touffes. Et en fait, ça consiste à prendre les cheveux dans cette zone de la couronne dans laquelle on a dit tout à l'heure que dans la chute de cheveux androgénogénique, il n'y a pas de chute de cheveux. Donc, les bulbes ont une programmation encore pour une très longue durée de vie. Et donc, on va prélever soit des touffes de cheveux ou du cheveu par cheveu et on va venir le transplanter devant. Donc, en faisant cela, on fait une greffe, mais c'est une autogreffe, donc il n'y a jamais de rejet, que ce sont les propres cellules de l'individu, et la prise est assurée. Donc, ça, c'est depuis 1927. Donc, au départ, on faisait de gros patchs qui donnaient des cheveux, on a beaucoup parlé des champs de poireaux ou bien des cheveux de poupée. Et finalement, c'est uniquement à partir de 1990 à peu près qu'on fait du cheveu par cheveu. C'est-à-dire que là, on a compris que c'est ce qui donnait les meilleurs résultats esthétiques. Avec des résultats très naturels, mais c'est très long, j'imagine. Alors, c'est très long, mais en fait, il y a 2 techniques. Il y a la FUE, mais il y a ce qu'on appelle la FUT. Et donc, c'est la technique de prélèvement de cheveux ici derrière qui va varier. Dans la FUT, on va prendre une bandelette après qu'on va débiter en petits greffons. Et dans la FUE, on va faire des carottages en fait, de cheveux dans cette zone-là. Les 2 techniques se valent. En fait, un vrai chirurgien sait dire s'il vaut mieux faire une FUE
ou bien une FUT. Et c'est vrai que les coûts sont importants. C'est combien, par exemple ? De 4 € par cheveu, par exemple, Ouais. dans la FUT, et 6 € dans la FUE. Donc, c'est toujours un tout petit peu Et en plus- gros, en général, on fait des greffes de combien de cheveux greffés ? 200 cheveux à peu près en une séance qui dure à peu près 5 heures. D'accord, donc Qui je vous laisse faire le calcul. Oui, c'est à peu près entre 6 000 et 7 000 euros. La FUT est moins chère. Elle est un tout petit peu plus sûre aussi au niveau du résultat. D'accord. Et surtout, on n'a pas besoin de raser les cheveux, alors que dans la FUE, on est obligé Il faut de raser les cheveux. dans la zone donneuse. Donc, C'est douloureux, juste pour ça se terminer ? fait sous anesthésie locale. C'est un peu comme chez le dentiste, c'est-à-dire qu'il y a les premières piqûres au départ, et dès que Bon, et après, les on a ressent plus supportées, rien, après, on et- ne ressent plus rien. Et on vous peut faire pratiquez, ce tous les deux, vous pratiquez cette technique Tout à fait. au cabinet Les deux, que ce soit la FUT ou que ce soit la FUE. Et c'est une consultation préalable qui permet de dire quelle est la meilleure Quelle est la meilleure solution. technique ? Un grand merci, messieurs, à tous les deux pour toutes ces informations vraiment précieuses pour nos cheveux. Donc, les points clés à retenir, hein, si je vous ai bien écouté, si on perd plus de 60-70 cheveux, c'est ça par jour, si on faut se brosser les cheveux au-dessus du lavabo, si on les compte 70 là, il faut consulter, il y a un problème. La façon dont on perd ses cheveux aussi peut donner des indices sur les causes de cette perte. Voilà, est-ce que c'est un problème hormonal ? Est-ce que c'est une carence en vitamines, minéraux ? Est-ce que c'est un gros stress ? Est-ce que c'est une maladie auto-immune ? Et puis, il existe des moyens donc, naturels pour combattre les causes d'une perte de cheveux et des solutions surtout définitives, qui coûtent un peu cher, mais au moins, c'est une solution pérenne. Un grand merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.